Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour cette deuxième journée du colloque sur les antennes ferroviaires atlantiques. Donc, cette journée va être consacrée à l'étude de 5 cas particuliers d'antennes qui vont vous être présentés et dont on va analyser donc la trajectoire et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour surmonter les difficultés qui menaçaient leur survie et leur avenir. 3 études de cas ce matin. Alors, ce midi, suivi d'un buffet auquel vous êtes tous conviés. Rappelez que le repas de ce midi nous attendra dans la salle en haut avec vue sur le port de Plaisance vers midi et demi. Les 3 études de cas, je commencerai, votre serviteur commencera par vous présenter l'étude de cas de Nantes, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Nantes-Pornic, avec l'action de l'association Sud-Océan, l'ASLO, que j'anime avec Jean-Claude Merceron, vous avez pu voir hier. Ensuite, il y aura une étude de cas avec Christophe Bounot. Ce sera à Bordeaux-Arcachon. Et une mise en perspective historique de sa trajectoire depuis le milieu du 19e jusqu'à aujourd'hui, en lien avec le désir de rivage et le désir d'océan sur la côte landaise et le beau bassin d'Arcachon, avec sa dune du Pilat. Et puis une 3e intervention sera faite par Jean-Marie Beauvais, qui est ingénieur conseil, économiste, et qui vous présentera un peu, à propos de l'étude de l'antenne Poitiers-La Rochelle, la mission qui peut être celle d'un ingénieur conseil de collectivité territoriale, avec la contre-expertise qu'il a faite du budget prévisionnel de l'électrification Poitiers-La Rochelle sur quelques points, celle des prévisions de trafic. Comment une étude peut être bidouillée, si on peut dire, ou biaisée, pour parler de façon moins vulgaire et plus diplomatique, par la SNCF pour augmenter la facture présentée aux collectivités territoriales. Ces 3 interventions se succéderont, 2 interventions se succéderont ce matin. On fera une pause en milieu de matinée pour voir se désaltérer. Et puis il y aura la 3e intervention suivie d'un débat général sur les 3 cas particuliers. Et sachant que cet après-midi, on aura 2 études de cas qui concernent la Bretagne. Roland Geffroy, vous avez vu hier, interviendra sur l'antenne Pleurette-Lannion, dont il nous a succinctement parlé hier après-midi. Et puis on aura Madame Fillon, qui elle présentera en tant que présidente de l'association pour la promotion de Morlaix-Roscoff ce cas particulier et les difficultés qu'elle rencontre pour réussir à faire que la fermeture de l'antenne de Roscoff ne soit véritablement que temporaire, comme annoncé diplomatiquement, mais gravement par SNCF Réseau. Voilà les 5 cas particuliers qui vont faire l'objet de cette journée. Et on terminera donc vers 17h30, où un car nous amènera en gare, pour ceux qui comprennent notre train de 18h30. Bien, alors je vais commencer donc, directement, sans que je vais envoyer en tant que présentateur d'un cas particulier. Hein, vous présenter donc l'association Sud-Océan et la ligne Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ainsi que celle de Pornic, mais vous allez voir pourquoi c'est plus centré sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie compte tenu du développement de l'affaire et de l'historique des réouvertures, puisque celle de Pornic n'a pas été ouverte en même temps que celle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, 4 parties dans mon intervention. Vous présentez succinctement le secteur Sud-Océan et sa desserte ferroviaire. Vous présentez le contexte qui a eu de 1982, à la fois avec la réouverture à l'année de la ligne Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la création de l'ASLO, il y a maintenant 40 ans. Vous dressez un panorama des activités de l'ASLO au cours de ces 4 décennies et essayez en conclusion de vous tirer le bilan de ces 4 décennies d'action pour le développement de cette antenne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie auquel est associée la ligne Nantes-Pornic. Alors le secteur support océan que vous voyez sous les yeux est desservi en fait par, comme ceux qui ont écouté, donc on le savent déjà hier, après-midi, à partir de Nantes, par un tronc commun sur une trentaine de kilomètres jusqu'à Sainte-Pazanne. Et à partir de Sainte-Pazanne, vous avez une branche qui se détache
en direction de Pornic, avec un tracé qui descend vers la côte et remonte sur Pornic en desservant les Moutiers et la Bernerie, qui sont deux petites stations balnéaires. Et ensuite la branche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui descend en direction de Machecoul, qui est en Loire-Atlantique, Chaland, qui est en Vendée. Et il s'agissait initialement d'une ligne qui allait jusqu'à La Roche-sur-Yon, et Saint-Gilles-Croix-de-Vie était desservie en antenne par Compiègne. C'était une ligne à voie unique, dans tous les cas de figure, et elle avait la particularité d'avoir deux rebroussements pour aller de Nantes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il y avait un premier rebroussement qui était dans Nantes même, car la ligne a été construite par la compagnie du chemin de fer nantais, qui a fait faillite et a été reprise dans le réseau de l'État en 1878. Et cette compagnie avait une gare particulière que vous voyez au centre de l'île de Nantes, là, Faisceau-Gare. Il y avait une deuxième gare à Nantes qui s'appelait Nantes-Orléans, parce que Nantes était desservie initialement par la compagnie du PO. Et donc, quand on venait de Paris, par le chemin de fer de l'État, on aboutissait à un gare de Nantes-État, et il fallait rebrousser pour repartir en direction de Pornic. Vous voyez, sur le côté gauche, vers le bas, donc c'est l'antenne de la ligne de Sainte-Pazanne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et jusqu'en 1960, ce rebroussement a existé. C'est seulement en 1960, vous voyez sur la partie droite, que le tracé dans la ville même de Nantes a été remplacé par un viaduc, et qui a permis d'arriver directement sur la rive sud de la Loire sans rebrousser dans la gare de Nantes-État. Cette desserte était donc également péjorée par un deuxième rebroussement à Compiègne, puisque l'orientation de l'antenne de Croix-de-Vie-Saint-Gilles était tournée vers le chef-lieu du département et non pas vers ce qui n'était pas encore à l'époque capitale régionale. Donc, il fallait rebrousser à nouveau pour repartir dans l'autre sens sur Croix-de-Vie-Saint-Gilles. La desserte de Pornic, passons là en 1950, était meilleure que celle de Saint-Gilles, mais elle était uniquement limitée à la période estivale, comme l'analyse d'hier l'a montré. Vers 47-48, la SNCF a supprimé la desserte hivernale et il n'y avait plus qu'une desserte estivale, mais l'antenne de Pornic bénéficiait de trains directs avec Paris, train de jour et train de nuit. Au contraire, vers le sud, c'était uniquement des autorails classiques ou des trains en période d'été, mais locaux, avec une navette entre Croix-de-Vie-Saint-Gilles et Compiègne. Pourquoi cette différence de traitement? Eh bien parce que le développement touristique sur le littoral de Pornic, du Pays de Ré, était beaucoup plus précoce et important que sur la côte de Mont, la côte vendéenne, qui a pris vraiment son envol touristique massif qu'à partir de 1960. Avec le développement des colonies de vacances dans les dunes et les forêts de pins de la côte de Mont, mais véritablement la massification de la fréquentation touristique, c'est 1960 pour la côte vendéenne, même si l'arrivée du chemin de fer à Croix-de-Vie-Saint-Gilles en 1881 a entraîné le développement partiel d'un tourisme limité sur la côte, aussi bien à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-de-Brie, Sion, que sur la côte de Mont. D'autant plus qu'il y avait un chemin de fer d'intérêt local de Chaland à Beauvoir, à Beauvoir et Fromentine, qui est la pointe de l'île de Noirmoutier que vous voyez, d'où partaient les liaisons bateaux, tant vers l'île de Noirmoutier, il n'y avait pas de pont, que vers Lisieux que vous voyez sur la gauche. Des trains directs ne sont apparus sur Croix-de-Vie-Saint-Gilles qu'à partir de 1961, de façon périodique, en pointe d'été, et sont devenus quotidiens en train de nuit qu'à partir de 69 et en train de jour à partir de 72, lié au développement massif de la fréquentation touristique. Alors, il s'est produit un événement important, c'est en 1970, la ligne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Nantes de Sainte-Pazanne, La Roche-sur-Yon a été transférée sur route dans le cadre du contrat programme passé dans l'État entre 1968 et 1973. 70, 73, donc ça s'est produit en 70, comme beaucoup d'antennes atlantiques qui ont été touchées. Ça a été le cas par exemple de la desserte omnibus entre Morlaix et Roscoff, pour vous donner un exemple d'une autre antenne. Il y a eu seulement le maintien d'un aller-retour jour sur la partie suburbaine et de 2 allers-retours en été qui étaient des trains directs de nuit et de jour jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Cette situation a été admise par les élus locaux à qui on a fait miroiter, en contrepartie de l'acceptation de la fermeture, la modernisation de la route de Nantes à Challans. Mais s'est révélé être un mirage, et le maire, conseiller général de Challans, le Pierre Léveillé, a été très déçu, très désappointé, avec en plus le changement de contexte environnemental et énergétique 72-73. Finalement, s'est dit que ça avait été une erreur de la part des élus locaux d'abandonner une belle desserte ferroviaire en prenant les Challans à Gilles Pradeville, d'où le désir, dans le cadre du schéma régional du transport collectif des Pays de la Loire, la région était région expérimentale, puisque c'était Olivier Guichard qui en était le président de l'EPR, d'arriver à inscrire le projet de réouverture Nantes-Challans-Saint-Gilles-Pradeville dans ce schéma, ce qui a été fait, principe acté en 1977 lors de l'adoption du schéma, et mise en œuvre en 1982, avec des améliorations d'infrastructures déjà, la réalisation donc d'un shunt, d'un raccordement à coquet permettant d'éviter le rebroussement pour gagner du temps, et l'élévation de la vitesse en ligne de 70 ou de 50 km/h à 90 entre Sainte-Pazanne et Saint-Gilles-Pradeville pour abaisser le temps de trajet à 1h15 dans le meilleur des cas. Le principe étant de viser la parité des temps de trajet ferroviaire avec le temps de trajet routier en heure creuse, pour qu'en heure de pointe, il y ait un avantage qui soit donné à la desserte ferroviaire. Et donc, en septembre 1982, il y a eu une réouverture effective de Nantes-Sainte-Pazanne, Challans et Saint-Gilles-Pradeville, avec 2 allers-retours quotidiens seulement au départ. Amorcé à Saint-Gilles-Pradeville, l'aller-retour, disons, de suburbain, Sainte-Pazanne-Nantes, matin et soir, et faire redescendre un aller-retour en milieu de journée de Nantes à Saint-Gilles-Pradeville. Et à cette occasion-là, ça a été le lancement de la SLO. Alors pourquoi le lancement de la SLO? Eh bien parce que, avec le docteur Léveillé, il y a eu une discussion pour dire que cette réouverture était une victoire, certes, mais ce n'était qu'une demi-victoire. La moitié du chemin avait été faite, mais il s'agissait d'en faire une réouverture, une réussite plutôt commerciale et financière durable. Et pour arriver à cela, il fallait se prendre par la main, parce qu'on était à une époque encore où la SNCF se lançait juste dans une politique de décentralisation, on n'était pas certain qu'elle ferait les efforts suffisants pour que cette réussite commerciale soit atteinte. Et quant à la région, elle était lointaine, même si c'était juste elle avait acquis le statut de collectivité territoriale, c'était plus un EPR, mais c'était un sujet très nouveau pour elle, et donc il était nécessaire et souhaitable qu'il y ait un relais local qui prenne la suite de la décision de principe de réouverture de la région et travaille sur le terrain pour faire connaître cette réouverture, les différentes possibilités nouvelles de déplacement, la réduction du temps de trajet à 1h15, 1h20 de Nantes à Saint-Gilles-Pradeville, alors qu'auparavant c'était 1h50 par le train et 2h, 2h15 par le car, pour 80 km. Voilà un peu le contexte. Et puis, donc, cette action de réussite commerciale, de promotion de la nouvelle desserte, avait pour objectif de promouvoir le renouveau du transport collectif régional, selon une approche multimodale ferroviaire et routière d'emblée. Vous allez voir qu'on s'est lancé d'emblée dans une approche multimodale, c'est-à-dire faisant autant la promotion de la desserte ferroviaire que de la desserte routière. Et du même coup, motiver les élus, ça a été un grand objectif, pour une politique multimodale de désenclavement. Sortir du tout-routier, car à cette époque, les collectivités territoriales, et aussi bien départementales que régionales, investissaient surtout en matière d'infrastructure que dans les routes. L'idée s'étant que faire, d'obtenir, compte tenu du changement de contexte, il fallait, au moins au départ, dès le début, que les collectivités territoriales ne mettent pas leurs œufs dans le même panier et investissent également dans le ferroviaire, même si elles ne renonçaient pas à investir dans la route. Et puis, cette politique multimodale de désenclavement et de promotion du transport collectif avait pour but d'infléchir les comportements et que les gens n'aient plus le réflexe, quand ils avaient un déplacement local à effectuer, de dire « je prends ma voiture, point final ». Mais ils se posent au contraire la question « qu'est-ce que je vais prendre comme moyen de transport pour ce type précis de déplacement ?» et que le cas échéant, ils basculent sur l'alternance et le changement de pratique modale
vers le transport collectif lorsque l'offre de celui-ci était performante et attractive. Donc voilà les objectifs et, comment dirais-je, de la création de l'association. Le moyen étant de créer une association de personnes morales, pas seulement militants de militants. Il y a une structure militante, adhérente à la FNOT, qui s'associe avec les collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par l'accessibilité en transport collectif. Essentiellement, ça a été les offices de tourisme, ainsi qu'une association d'estivants fréquentant la station de Saint-Jean-de-Mont, l'association, la PH, l'association des propriétaires et habitués de Saint-Jean-de-Mont, pour se regrouper sur un territoire fonctionnellement cohérent. Alors le territoire cohérent, c'était celui desservi justement par l'antenne Nantes-Saint-Gilles-Prateville, et qui correspondait à un faisceau de lignes routières également qui descendait de Nantes en direction de Fromentine, la Côte-de-Mont et jusqu'au Sable d'Olonne. Et je dirais politiquement adapté dans la mesure où initialement il était exclu que les collectivités territoriales concernées par la branche de Pornic adhèrent, car on était encore, comme ça a été très bien décrit hier à propos de la politique des transports durant l'occupation, sur l'idée d'un partage entre le domaine qui relevait de la route et le domaine qui relevait du chemin de fer. Donc l'idée c'était un Yalta, dans lequel dessert ferroviaire maintenu et développé sur Saint-Gilles-Prateville, et on sacrifie Pornic. On sacrifie Pornic parce qu'il y avait moins de potentiel sur Pornic, finalement, en 80, parce qu'en même temps, Pornic, qui était très important pour desservir la côte du Pays de Ré, au nord de Pornic, et, comment dirais-je, également, à partir Bourgneuf, qui est sur le bas de l'inflexion sud de la ligne de Pornic, il y avait des correspondances autocars vers Fromentine, Noirmoutier et la Côte-de-Mont. Paris-la Côte-de-Mont se faisait par la ligne de Pornic. Or, la construction du pont de Mendin a fait basculer sur Saint-Nazaire la desserte de la côte nord du Pays de Ré, et la réouverture de Saint-Gilles-Prateville-Chaland a fait que l'accès à Marmoutier et à la Côte-de-Mont, c'est la gare de Chaland. Donc du même coup, on prévoyait, il n'y avait pas de trafic des marchandises également sur la ligne de Pornic, alors qu'il y en avait encore sur Machecoul et Chaland à l'époque. Et donc l'idée, c'est de dire, on fera un Yalta, Pornic sautera et Saint-Gilles-Prateville subsistera. Parce que cette réouverture ne s'est pas faite sans une réaction des transports Citroën, qui exploitaient 4 allers-retours autocars de Nantes à Saint-Gilles-Prateville, ainsi que la desserte de la Côte-de-Mont. Donc on a été dans un contexte un peu conflictuel dans le cadre de cette réouverture, avec encore l'héritage de la concurrence acharnée, héritée des années 30, entre le transport ferroviaire et le transport routier. Le rôle de cette association, quadruple: une structure relais entre la politique et les autorités organisatrices et les transporteurs, je vous ai expliqué, une structure d'information et de promotion multimodale, une structure d'observation du trafic et une structure de concertation et d'évaluation des besoins de déplacement et d'évolution des desserts. Voilà les 4 objectifs qu'on s'est donnés. Je vais vous les présenter maintenant, rapidement, pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça nous a conduit à faire au cours de 40 ans. Alors, la première activité, action d'information et de promotion du transport public, ça a été de porter au public une information multimodale adaptée à chacun des lieux desservis. On a fait des indicateurs de poche, donc, pour chacune des communes qui avaient le même type de desserte en transport public ferroviaire et routier. Donc vous avez 3 exemples, avec Saint-Gilles-Prateville, Saint-Hilaire-de-Riez, Chaland et Machecoul, Côte-de-Mont, Noirmoutier. Côte-de-Mont, Noirmoutier, c'était uniquement autocar, comme vous le voyez sur les images. Et cet indicateur de poche, donc, reprenait la totalité de l'offre transport collectif offerte, ferroviaire et routière, de l'ensemble des lignes desservant les communes concernées par cet indicateur de poche. Et dans cet indicateur de poche, on trouvait par exemple un sommaire et un schéma des lignes desservant le secteur, et puis une fiche par exemple pour aller à Nantes et Paris, avec dans l'ordre des départs, indépendamment du transporteur et du mode, les départs au départ de Saint-Gilles-Prateville, vous le voyez, en jaune c'est les trains, en grisé c'est les cars Citroën, et en blanc c'est les cars SNCF, parce qu'on avait en plus une desserte mixte au départ, 2 allers-retours ferroviaires et 2 allers-retours autocars. Ce qui faisait qu'au total on avait 9 possibilités de déplacement, alors que chacun avait sa petite fiche spécialisée, et il fallait naviguer entre les fiches pour savoir quelles étaient les possibilités, et en plus la fiche donnait non seulement l'arrivée à Nantes, mais la correspondance avec l'heure de départ de Nantes et l'heure d'arrivée à Paris.
Vous aviez à côté également un ville-à-ville, hein, quelques destinations, vous partez à 6 h du matin et vous arrivez dans le centre de destination à Paris. Donc on avait fait le travail de l'étude des correspondances pour donner une idée de toutes les possibilités. On a donc fait des affiches, également de promotion, au dos desquelles on faisait une information pour les possibilités. Vous en avez l'exemple de 3. Donc à votre droite, c'est l'affiche de la réouverture, pour symboliser le fait que Nantes n'était plus qu'à 2 pas de chez nous au départ de Saint-Gilles, grâce à une réduction du temps de parcours. À gauche, il y a eu une refonte également de la desserte routière. Au lieu d'une correspondance autocar à Comquier avec un changement, il y a eu la création de 2 dessertes directes de Challans et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur la Roche, directes, d'où 40 km en 38 minutes, et le clin d'œil avec Lucky Luke, hein, le quart de l'Ouest qui roule plus vite que son ombre. Et au milieu, au bout du rail de la plage, c'est l'affiche qui a été distribuée par mailing personnalisée aux propriétaires de résidences secondaires à l'été 1984 pour la création d'un train direct Paris-Saint-Gilles-Croix-de-Vie de week-end, le vendredi soir et le dimanche soir. Donc chaque propriétaire de résidence secondaire a reçu à son domicile, Angers, Le Mans, Paris, cette affiche avec l'annonce de la création de ce train direct pour descendre dans sa résidence secondaire et une lettre du maire où il avait sa résidence secondaire l'informant de la création de ce service. Donc d'un seul coup, on a rempli à 300 voyageurs en moyenne le train direct de week-end Paris-Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ça s'est fait en dépouillant les matrices d'état d'habitation et en faisant un fichier manuel de l'adresse principale, parce que le fichier d'état d'habitation permettait de savoir qui était propriétaire et où ils habitaient. Et donc on a fait un fichier des adresses principales des propriétaires de résidences secondaires de la station touristique. Plusieurs milliers d'affiches, de lettres sont parties comme ça. On a fait également une promotion avec un comparatif entre le déplacement domicile-travail pour les abonnés, entre le prix de l'essence et le prix d'abonnement AH de la SNCF, en faisant à partir des données de l'autojournal sur le coût du kilomètre auto, et montrant qu'il y avait des possibilités de faire des économies en basculant de l'automobile sur le train. Il y a eu l'édition également de fiches Paris-Vendée au format des fiches d'information SNCF, qui donnait une information multimodale avec les trajets terminaux par autocar, et qui était donc distribuée dans les gares de la région parisienne, et simplifier le travail des agents de renseignement dans les gares de la région parisienne. Et puis à droite, vous avez le format de la petite fiche documentaire qui a été fait pour les offices de tourisme, pour lorsqu'il y avait par une demande d'information sur courrier, par courrier, on glissait également une information pour comment était desservi l'île de Noirmoutier, comment on pouvait s'y rendre, et à partir de Noirmoutier, quels sont les déplacements le long du littoral qu'on pouvait faire en excursion. Deuxième aspect, le suivi du trafic et l'évolution des déplacements. On a été amené au cours des 40 années à faire le suivi du trafic et à montrer qu'il y avait beaucoup de monde et que c'était souhaitable donc de développer, en s'appuyant sur la fréquentation, de développer le trafic. Donc vous avez à gauche la première étude qui a été faite sur le trafic été de la ligne en mai 85, l'été 84 pardon, est publié. On a confié ça à un universitaire que vous connaissez peut-être, hein, c'est Francis Bossir. Ensuite, ça nous a amené d'ailleurs à refaire en 2016 une étude sur la fréquentation estivale de la ligne pour montrer que la fréquentation du samedi était très forte, alors qu'on a une desserte qui le samedi ferroviaire est beaucoup plus faible qu'en semaine parce qu'elle est calquée sur le dimanche, sur le samedi d'hiver plutôt, qui est un jour creux alors que le samedi d'été sont un jour de pointe. Bon, depuis, la région n'a toujours pas décidé d'augmenter la fréquence les samedis d'été. Et puis là, donc, il y a eu un problème, là, c'est un dossier sur la fréquentation, le potentiel domicile-travail à partir du fichier INSEE. Donc toute une série d'études, donc vous avez 3 exemples. Un dialogue s'est instauré donc, avec les autorités organisatrices et les transporteurs pour le développement de l'offre en transport public. Dialogue, dès le début, relativement difficile. Donc vous avez par exemple l'étude de gauche là, sur l'amélioration de la desserte du nord-ouest vendéen vers La Roche-sur-Yon. Donc je vous ai mentionné la desserte directe de Challans au nord et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie vers La Roche-sur-Yon, et le département a souhaité développer une desserte directe au départ de la Côte-de-Mont et de Noirmoutier vers La Roche-sur-Yon, faisant double emploi avec celle de la SNCF entre Challans et Saint-Gilles-Croix-de-Vie et La Roche. Il a fallu se battre pour réussir à faire que
ce soit la desserte SNCF qui soit amorcée sur la côte de Mont et de Noirmoutier et soit une desserte unique, sans doublon, jusqu'à La Roche-sur-Yon, non sans mal. Vous avez ensuite une étude sur les perspectives d'évolution de la desserte estivale qui a été faite récemment pour justement vous dire qu'il fallait faire évoluer cette desserte et qu'il ne devait pas être le décalque de la desserte hiver. Et puis vous avez la dernière étude qui a été faite, c'est l'amélioration, l'étude de la création d'un arrêt à Nantes Atlantique pour lequel vous avez dans votre dossier une analyse de la situation. Voilà un exemple de ce qu'on a fait pour essayer de faire évoluer les dessertes, tant du côté routier que ferroviaire, tant en termes de fréquence qu'en matière de points d'arrêt et de dessert. Toujours dans ce même domaine d'action pour la modernisation et l'évolution des dessertes, on a abordé donc le quatrième point, qui a été un point majeur, qui nous a fortement préoccupé à partir de 1996 et qui est devenu, malheureusement, je dirais, l'essentiel de l'action de l'ASLO depuis cette période-là, avec un déclin des opérations de promotion, sachant que tout s'est très bien passé jusqu'en 89, et à partir de 89, la mise en service de desserte TGV a déstabilisé un peu la desserte, et puis rapidement on est tombé sur un autre problème, qui est celui de la modernisation de l'infrastructure. Car la réouverture s'est faite, comme indiqué, avec quelques améliorations, mais la voie était toujours ancienne, centenaire. Il y a eu une allusion hier sur le fait que la voie était ancienne nécessitait une rénovation. Donc cette rénovation s'est faite en 47-48, mais avec du rail de réemploi de 1897 à 1908, reposé en 47-48 sur les deux branches, et donc qui a commencé à être à bout de souffle, avec du rail à double champignon pour ceux qui sont un peu experts, une voie à l'ancienne, donc, et qui s'est progressivement commencé à être à bout de souffle. Et donc la question s'est posée, c'est de dire, si on veut assurer la pérennité de la ligne, il va falloir moderniser l'infrastructure. Bon, et à partir du moment où on indique qu'il faut moderniser l'infrastructure, là, les difficultés ont commencé. Et donc il a fallu agir. Il a fallu agir donc tout d'abord en sensibilisant les acteurs locaux et en montrant que l'état de la voie nécessitait une modernisation. Et pour prouver à la région que c'était le cas, on a monté une visite de découverte le 1er octobre 1996. À l'initiative de Jean-Claude Merceron, nouveau président de l'ASSO ayant succédé au docteur Léveillé. On avait prévu un autorail au départ et on s'est retrouvé, compte tenu du contexte de l'époque, c'était de nouveau, il y avait des menaces de reprise des transferts sur route, avec 500 personnes, et le passage à un train spécial qu'on a amené à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et on a présenté le dossier de la réouverture et du désenclavement ferroviaire de la ligne. Comment dirais-je, à l'ensemble des 500 participants. Il y avait les élus régionaux, les élus départementaux, les élus locaux, les milieux économiques, chefs d'entreprise, acteurs touristiques. Il y avait véritablement une union sacrée locale qui s'est produite là pour dire à la région et à la SNCF, mais la SNCF, il faut absolument donc engager des études de modernisation de l'infrastructure pour assurer son avenir. Alors ça a été très difficile. Ça ne s'est produit, la prise en compte de la demande ne s'est faite qu'en 2004, 2003-2004. Donc presque 10 ans. 10 ans de dialogue de sourds entre la majorité du conseil régional et l'association. Ce n'est que la perspective des élections régionales de 2004 qui leur a fait annoncer que ça y est, on allait entreprendre une étude sur la modernisation de Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Bon, entre-temps, ils avaient rouvert Nantes-Pornic en 2000. Ce qui fait que l'association s'est étendue sur Nantes-Pornic, en accueillant Nantes-Pornic, mais sans moderniser Pornic et sans engager d'études de modernisation, parce que c'était plus un coup politique, parce que la réouverture de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les perspectives de réouverture de Châteaubriand, auquel Sud Bontemps a fait allusion hier, a fait que c'était intenable pour l'élu de Pornic, le nouvel élu de Pornic. Auparavant, c'était un transporteur routier, Polono, pour ne pas le nommer, donc, qui était contre le chemin de fer. Il y avait eu un changement de majorité donc, à Pornic, et c'était resté de droite, mais quelqu'un beaucoup plus ouvert sur le désenclavement. Et devant l'évolution de la desserte de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la perspective d'ouverture dans le Châteaubriand, il y a eu une initiative pour la réouverture de Pornic qui s'est faite en 2000, mais sans modernisation de l'infrastructure, bien qu'on ait dit, vous ne pourrez réussir la réouverture que si vous modernisez l'infrastructure. Donc, le coup était politique, donc on a donné d'abord la priorité à la politique avant de donner la priorité de s'occuper de l'infrastructure. Donc, le dossier est resté en plan de 2001 à 2003, et
subitement, bizarrement, étonnamment, au début de 2004, on nous a informé que ça y est, une étude allait être lancée. Donc, manque de peau pour eux, ils ont quand même perdu le régional de 2004 et la gauche est arrivée et a remporté la mise avec Oxiette. À ce moment-là, les études ont été lancées et elles ont débouché sur un phasage de la modernisation en 2 étapes. Première étape, Nantes-Sainte-Pazanne, le tronc commun, qui a été mis en œuvre finalement en 2009-2010. Et pendant que cette phase 1 se mettait en place, Laszlo a demandé que les études de la phase 2, Sainte-Pazanne-Pornic et Sainte-Pazanne-Saint-Gilles-du-Pramy, soient lancées sous couvert des travaux de la phase 1 pour que, tout de suite après la phase 1, il y ait continuité des travaux pour la phase 2. C'était bien sûr rêvé. Ça ne s'est pas produit. Il faut souffler un peu entre-temps. Hein. Il y a besoin de reprendre son souffle et d'étaler ça dans le temps. Sauf que, en étalant ça dans le temps, et en mettant dessus des automoteurs articulés à l'essieu beaucoup plus lourds que les autorails isolés qui circulaient auparavant, eh bien ils ont bousillé la voie. Vous voyez ? Et à partir de 2012, il a fallu commencer à réduire la vitesse à 60-50 km/h sur certaines sections, parce que c'était la sécurité, comme vous l'indiquez, était en jeu. Et donc ça nous a conduit, à partir de 2012, à devenir de plus en plus incisif. Et vous voyez l'opération majeure de 2012-2013 qui a consisté donc à, d'une part, véritablement expliquer qu'on allait vers la fermeture si rien n'était entrepris, en faisant des petits documents style Assaut Info, dont vous avez un exemple, et en offrant l'opération Bon Baiser de Laszlo à RFF, au PDG de RFF à Paris, en distribuant donc ces cartons, donc vous avez un exemple dans vos dossiers. Les gens remplissaient leur nom et leur adresse et rappelaient au président de RFF qu'il y avait une ligne entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et que la mission de RFF était d'assurer l'entretien et la maintenance des voies ferrées, même si elles appartenaient au 7, 8, 9 et 8, des petites lignes d'aménagement du territoire. Ce qui a fait basculer l'affaire et amener la région à dire bon, bah, d'accord, on va financer. Ça bloquait sur la participation de l'État. Et la région a dit, j'avance la participation de l'État, puisque c'est devenu une affaire nationale, parce que le cas de Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été, par la télé nationale, repris, à la fin 2013, comme un exemple des problèmes qui se posaient dans la maintenance du réseau ferroviaire national suite au déraillement de Brétigny de l'été 2013, du 14 juillet 2013. Et Jacques Oxiette a eu cette phrase suite à l'émission de télé, puisque maintenant c'est devenu un problème national, il va falloir bien qu'on prenne une décision. Et donc, ça a été la modernisation de la phase 2 qui s'est déroulée de 2014 à 2015. Avec fermeture de la ligne pendant un an et l'achèvement de la modernisation sur cette période. Sachant qu'auparavant, vous avez également dans votre document, en 2005, on a fait une opération de promotion qui était plus gentille, en faisant venir 2 trains vapeur et en publiant un document rétrospectif que vous avez dans votre dossier en 2005, montrant la trajectoire et l'évolution de la ligne depuis son ouverture avec les perspectives de modernisation, et y compris, on était encore à l'époque sur l'espérance d'une desserte TGV. J'en reviendrai tout à l'heure en conclusion. Bon. La réouverture faisait qu'au total, ça devait être terminé, mais manque de peau. La qualité de service n'a pas été au rendez-vous. Car les compteurs d'essieux qui ont été mis en place pour moderniser la signalisation se sont révélés défaillants. Et en plus, la modernisation n'a été que partielle et n'a pas porté sur les équipements des passages à niveau auxquels il a été fait allusion hier. Et donc, progressivement, à cause des instructions de Bercy à SNCF Réseau de ne plus faire de dépenses de gros entretiens donnant lieu à amortissement économique, aspect économique donc, sur les 7, 8, 9, eh bien, RFF, enfin, et puis SNCF Réseau, donc, n'ont pas modernisé les équipements de passage à niveau ainsi que le directeur l'a indiqué hier, le directeur SNCF Voyageurs l'a indiqué hier. Et donc, on a, depuis 2015, des pannes récurrentes qui nous ont amenés à suivre la qualité de service, ou la non-qualité de service, et à dénoncer régulièrement, comme un poil à gratter insupportable, ou un moustique qui vous fait bzzz constamment dans la nuit, que vous n'arrivez pas à écrabouiller, hein, mois par mois, puis année par année,
les suppressions et les retards de train, en analysant chaque jour type, faisant l'inventaire chaque jour type des trains en retard et des trains supprimés, avec les jours verts, les jours jaunes, les jours rouges et les jours noirs. Donc vous voyez la répartition sur l'année pour le bilan 2023. Et a demandé à ce que, de nouveau, il y ait une remise à niveau, un complément de modernisation, ainsi que l'augmentation des points de croisement et la télécommande des points de croisement pour assurer la régularité, parce que quand un train est en retard, la signalisation a été automatisée, mais pas les aiguillages, et donc, et comme la SNCF Réseau a fait des économies en personnel d'exploitation dans les gares, on ne peut pas faire de changement de croisement. Donc sur la voie unique, un retard se répercute sur l'ensemble des dessertes, et donc quand le retard est important, c'est toute la desserte d'heures de pointe qui s'écroule. Alors, bilan de tout ça, pour pas finir. Premièrement, confirmation du bien fondé du postulat initial. Il y a pertinence et intérêt d'une structure relais qui fasse à la fois de l'information et de la promotion, de l'observation et de l'analyse de l'offre et de la demande, d'évaluation des besoins de déplacement et de concertation, parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas les autres qui le feront. Ce n'est pas les autres qui le feront parce que soit ils sont trop loin du terrain, soit ils ont d'autres chats à fouetter, une multiplicité de chats à fouetter, et donc, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, bon, alors, il y a des emmerdeurs qui croient que c'est la ligne majeure de la région des Pays de la Loire, mais il y a quand même des lignes qui sont plus importantes dans les Pays de la Loire que Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc on verra plus tard. On verra plus tard. Et puis la croyance également, l'absence de prise en compte de l'évolution des potentiels de trafic, aussi bien sur le développement du suburbain et des déplacements domicile-travail liés à la périurbanisation sur longue distance, jusqu'à 40-50 km. Hein. Les gens qui habitent Pornic, Chaland-Machecoul, 60 km, Chaland, qui vont tous les jours travailler à Nantes. Hein, que d'évolution également de la fréquentation touristique. Donc, il y a nécessité d'avoir une structure qui serve de relais, qui soit en partenariat avec les collectivités locales pour faire d'opérations de promotion, par les bulletins municipaux, par le fichier des résidences secondaires, comme je l'ai indiqué, etc. Hein, et qui fasse des comptages que la SNCF ne fait pas en complément en gare de Bois et de Sainte-Pazanne pour montrer qu'il y a du monde qui monte dans le train et que les trains sont complets et que les gens sont tassés comme des sardines, hein, et qu'il y a besoin de passer à l'unité multiple, à la place de l'unité simple, etc. Bon. Malgré tout, si on a réussi à montrer la pertinence d'une structure relais, l'intérêt d'une structure relais a été perçu avec, disons, une certaine réserve, pour ne pas dire une suspicion ou un scepticisme de ce que l'association faisait, dans la mesure où on était perçu par la SNCF, peu, mais par l'autorité organisatrice, notamment régionale, comme se mêlant de ce qui ne nous regardait pas. Parce que si la région a la compétence en matière de transport ferroviaire, eh ben, c'est à elle de décider et elle n'a pas à rendre compte des raisons de ses choix. Hein, les gens sont là pour assurer le relais, et puis elle est capable aussi, avec la SNCF, de faire de la promotion. Et donc, ceux qui leur disent c'est pas tout à fait bien ce que vous avez fait, on pourrait faire mieux, ou même ce que vous avez fait, c'est pas bien du tout, alors ça leur donne des boutons, de l'urticaire. Hein, car ils ont une conception absolutiste du pouvoir et du mode d'exercice des compétences. C'est ce que j'ai dit hier. Hein, je décide d'abord et je négocie après. Donc il est évident que dans ce contexte-là, la troisième conclusion, c'est que le rapport de force plus ou moins conflictuel, hein, c'est pas Roland Geffroy qui me contredira, hein, et le mode de régulation normal, ordinaire de la résolution des problèmes. Si vous voulez obtenir la résolution des problèmes et la prise en compte des problèmes, face à quelqu'un qui a une conception absolutiste de son pouvoir, car tel est son bon plaisir, hein, c'est littéralement ça, c'est que finalement la Révolution française n'est pas terminée, la synthèse napoléonienne est un pis-aller, hein, bancal, hein, dont on hérite encore aujourd'hui des conséquences, eh bien il n'y a que le rapport de force, hein, qui soit efficace. Et dans ce contexte-là, la promotion du transport collectif ferroviaire régional s'est malheureusement révélée être trop souvent un combat permanent contre l'État et la SNCF. Et je mets l'État en premier, car la SNCF, aussi bien infra que exploitation, n'est que le bras séculier, hein, qui exécute les directives que l'État, et singulièrement Bercy, intime à la SNCF de mettre en œuvre et d'endosser la responsabilité politique.
à sa place. Et donc ça s'est révélé être le cas pour notamment la modernisation de l'infrastructure, parce que ce qui a bloqué notamment quand la région a décidé de s'engager dans la modernisation, c'est les réticences de l'État. Et ce qui bloque encore aujourd'hui, ce qui nous pose des problèmes, c'est bien les instructions de Bercy à SNCF Réseau sur le mode de gestion et de traitement des dépenses d'infrastructure et de gros entretiens sur les lignes 7, 8, 9. Le bilan, somme toute, est quand même extrêmement positif pour la survie des lignes. On peut dire aujourd'hui, sans se tromper, que s'il n'y avait pas eu la décision de réouverture, puis la création de l'ASLO et du combat sur 40 ans, il n'y aurait certainement pas de gare ferroviaire opérationnelle à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à Pornic. Au mieux, il y aurait peut-être encore une desserte périurbaine de Nantes à Sainte-Pazanne. 2 allers-retours ferroviaires seulement, si on avait laissé ça perdurer, c'est exactement ce qui se passe, la desserte qu'avait déjà Morlaix-Roscoff, malheureusement. Donc, laisser 2 allers-retours ferroviaires sur une voie centenaire perdurer avec la disparition progressive des trains directs de Paris, eh ben, on serait vraisemblablement aujourd'hui dans la situation où est malheureusement Morlaix-Roscoff. C'est-à-dire, à partir de 2012, on nous aurait dit ben, on ne peut plus maintenir la ligne, il faut l'arrêter temporairement, le temps de trouver une solution pour moderniser la voie ferrée comme entre Limoges et Angoulême. Alors peut-être qu'entre Nantes et Sainte-Pazanne, il y aurait une dynamique un peu plus positive, mais certainement pas jusqu'à Pornic et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et la ligne aurait connu un sort néfaste. Donc sans la volonté initiale de réouverture et la continuité d'action de l'ASLO, on aurait eu une disparition du ferroviaire et on aurait eu également une absence de développement des dessertes autocars littorales. Je vais te donner un exemple. On a eu une desserte cadencée en été sur la côte de Mont. Et il a fallu mettre les pieds dans le plat vis-à-vis de nos propres adhérents en leur expliquant vous avez une desserte autocar faible de Fromentine au Sable d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie au Sable d'Olonne. Vous êtes en train de développer des navettes électriques avec l'aide de la RATP, pourquoi la nommer, estivale dans chacune des communes, Saint-Jean-de-Mont, Notre-Dame-de-Mont, la Barre-de-Mont. Si vous continuez comme ça, vous n'aurez plus de desserte autocar. Donc, arrêtez les dessertes des navettes et mettez en place une desserte cadencée autocar, la littorale à 50 centimes de trajet que vous allez payer avec l'appui du département. Aujourd'hui, les navettes sont uniquement locales, complémentaires de la desserte cadencée, la littorale, cadencée horaire de Fromentine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et ça a été un exemple qui a fait école, aussi bien à Noirmoutier que dans le sud de la Vendée. Alors, 2 conditions sont nécessaires pour réussir. L'union de tous les acteurs locaux. Dans la défense et la promotion d'intérêts généraux communs, au-delà des clivages partisans. C'est exactement ce qui a été expliqué hier sur le TGV de Nantes-La Roche-les-Sables, et que vous verrez également, on pourra mettre sur Poitiers-La Rochelle. Si vous n'avez pas l'union, au-delà des clivages partisans, de l'ensemble des acteurs locaux, avec leurs relais départementaux et régionaux, c'est-à-dire les élus départementaux et régionaux qui sont implantés territorialement, j'y reviendrai, vous êtes sûr, vous avez une forte probabilité d'échouer. Ça dépend de l'union des acteurs locaux. Le succès dépend de l'union des acteurs locaux, au-delà des clivages partisans, et notamment donc j'insiste sur le fait que vous connaissez de milliers de réputations, Oxiette, maire PS de La Roche-sur-Yon, même si officiellement ils sont contre, il y a quand même un modus vivendi pour s'entendre pour sortir le dossier du TGV de Nantes-La Roche-les-Sables. Pareil sur Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il faut aussi avoir le souci d'élaborer des propositions et de choisir des objectifs réalistes. C'est-à-dire, c'est compte tenu des moyens des collectivités territoriales et de l'investissement nécessaire, il faut trouver l'optimum. Il ne faut pas demander trop aux collectivités, et il faut demander ce qui est le plus efficace. Il faut donc choisir quelque chose qui paraît réaliste, commencer par 2 allers-retours, puis passer, si le trafic augmente, passer à 4, puis si le trafic augmente, passer à 6, puis si le trafic augmente, passer à 9. Tirer des bords, vous remontez en matière nautique, vous remontez des vents contraints en tirant des bords. On améliore l'offre, ça améliore la demande, qui justifie l'amélioration de l'offre, qui entraîne l'amélioration de la demande. Et puis, ces objectifs réalistes doivent être également adaptés, échelonnés dans le temps. On demandait par exemple la desserte TGV pour substituer au train direct. Il était évident qu'on pouvait l'obtenir
que si cette dessable était réalisée. Tant que cette dessable était réalisée, on ne pouvait pas l'obtenir. Quand elle a été réalisée au sable, c'était trop tard pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc il faut abandonner l'objectif d'avoir une desserte TGV jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il vaut mieux avoir une desserte cadencée horaire de TER, donnant des bonnes correspondances à Nantes, probablement. De toute façon, ce n'est que partie remise. À l'horizon du siècle, c'est là qu'il faut avoir une stratégie de long terme, au-delà de son existence personnelle. À l'horizon du siècle, la question reviendra sur l'ordre du jour, puisque progressivement, ça arrive sur le tapis, la décarbonation. Donc il faut enlever les dessertes thermiques. Il y a deux solutions, l'hydrogène ou la batterie. Entre l'hydrogène et la batterie, ce qui est des perspectives pour Pornic et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est plutôt la batterie, à condition de remplacer les thermiques par des batteries et électrifier Nantes-Sainte-Pazanne, avec des postes de recharge à Pornic et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc ça y est, on met dans le doigt dans l'engrenage de l'électrification. Et donc après, ben, on verra, hein, quand on ne sera plus là, hein, nos successeurs pourront achever l'électrification jusqu'à Pornic éventuellement un jour, et jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et alors on verra bien ce qui se passera au bout d'un certain temps, compte tenu du contexte énergétique et climatique qui régnera à la fin du siècle. Donc il faut savoir échelonner dans le temps. Et il faut également trouver des optimums, un optimum où tout le monde y trouve son compte. Et dans notre cas, c'est la solidarité entre l'espace suburbain et l'aspect touristique. En acceptant une desserte d'omnibus de bout en bout, et notamment dans la partie périurbaine, ce qui péjore le temps de parcours de Nantes-Pornic. Il faut convaincre, par exemple, le maire de Pornic de ne pas demander des directs Pornic-Nantes. Il faut accepter que ces trains Pornic-Nantes, même si ça coûte 10 minutes de plus, continuent de desservir Sainte-Pazanne, Port-Saint-Père-Samar, Boueil et Rozay-Pont-Rousseau, parce que là, ça remplit, y compris, ça remplit. Et donc, en fait, il faut être solidaire et il faut accepter un montage technique de desserte cadencée horaire qui restera omnibus, au moins à longueur d'année, avec peut-être quelques directs en heure de certains jours de pointe d'été ou les week-ends, mais qui rend solidaire. Et enfin, pour terminer, je voudrais souligner le rôle majeur du soutien départemental, car aussi bien dans l'aspect modernisation d'infra de 2010-2015 que dans les modernisations d'infra qui sont à l'ordre du jour actuellement, le soutien du département est absolument déterminant et vital, a été absolument déterminant et vital, avec participation financière, hein, alors que ce n'est pas sa compétence. C'est parfois difficile. Gilles Bontemps a dit hier que c'est difficile au sein du conseil régional, c'est difficile également au sein des conseils départementaux. La Loire-Atlantique, pour la phase 2, par exemple, a jeté l'éponge et a refusé de participer, alors qu'il s'agissait de moderniser jusqu'à Machecoul et Pornic qui sont en Loire-Atlantique. Je sais qu'au sein du conseil général de la Vendée, lorsque la Loire-Atlantique a décidé de jeter l'éponge et de ne pas participer, il y a eu un débat tout à fait analogue à celui du conseil régional entre ceux qui étaient pour de continuer à financer alors que la Loire-Atlantique cessait de le faire, et ceux qui ont dit on en profite pour jeter l'éponge et s'abstenir à notre tour de financer. Donc il y avait véritablement aussi des débats internes, mais que le département soit motivé et intervienne, ça a été fondamental en Vendée, et pour Nantes-Roche-les-Sables, et pour Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et je dirais que les autres exemples le montrent aussi. La Loire-Atlantique, la Charente-Maritime, avec même si La Rochelle avec Crépeau était motivé, c'était Blaiseau, président du conseil général de la Charente-Maritime, qui était à la manœuvre, comme l'expliquera Jean-Marie Beauvais. On a deux exemples de Paimpol et de Roscoff. Hein. Sur Paimpol, c'est pareil. La modernisation a été actée, non pas parce que la région était moteur, mais c'est parce que c'était le département des Côtes-d'Armor. Et sur Morlaix-Roscoff, une expérience personnelle sur laquelle je vais terminer, en 1998-2002, en tant qu'ingénieur conseil également, comme Jean-Marie Beauvais, je suis intervenu dans le département du Finistère, Pierre Maille, maire de Brest, étant président du conseil général également, avait une réflexion de schéma d'accessibilité et de développement au niveau du département du Finistère. À cette occasion-là, l'occasion s'est présentée d'essayer de sensibiliser le département du Finistère sur dire, vous avez vu l'île là qui végète, là, avec 2 allers-retours dans les Roscoff, ce serait peut-être bien de vous en occuper avant qu'elle vous pète à la figure. Bon. Et ça a été en pure perte, parce qu'il y avait un autre dossier qui était prioritaire et aussi difficile, et qui était jugé plus important, c'était presque Quimper. Donc, sur Guingamp-Paimpol, il y a eu l'investissement de Côtes-d'Armor.
Dans les Roscoff, il n'y a pas eu l'investissement du département du Finistère pour la raison que je viens vous indiquer. Et on peut comparer aujourd'hui la situation de Guingamp-Paimpol avec celle de Marly-Roscoff. Ça confirme bien le rôle majeur du soutien départemental dans la survie des antennes atlantiques. Bien. Pierre. En attendant, j'ai une question. Moi j'étais très étonné par le bulletin que j'ai eu l'occasion de lire, qui donne pour chaque train le retard, sa suppression, tout ça. Et en tant que membre de l'association pour le développement des transports collectifs en Touraine, je pense qu'on aurait intérêt à faire la même chose chez nous, notamment pour suivre Tours-Chinon et Tours-Loche. Et je voudrais savoir justement quels sont les moyens à mettre en œuvre, combien ça coûte de faire ce bulletin mensuel. Alors ça coûte un secrétariat permanent. C'est-à-dire il faut tous les jours relever le bulletin de retard de la SNCF TER, qui donne train par train, et c'est assez fastidieux parce qu'ils ont complexifié la lecture. C'est-à-dire ils supposent que les gens vont consulter qu'un bulletin, que leur train. Et donc il faut chaque fois rentrer à nouveau dans le bulletin, alors qu'auparavant on avait pour un jour donné tous les trains passés. Là il faut rentrer, sortir, donc ça prend du temps. Donc il faut un secrétariat ou un investissement temps permanent qui n'est pas à temps plein, qui est à temps partiel. Nous, on est actuellement en offre minimale, c'est-à-dire c'est un mi-temps, un secrétariat à mi-temps. Donc voilà. Hein. Et à partir de là, un petit traitement logiciel à partir du logiciel existant, hein, qui a mis au point l'exploitation graphique. Et après, j'arrive toutes les semaines, je fais l'analyse après de la semaine précédente. Et à la fin du mois, la secrétaire fait la synthèse des 4 semaines ou 5 semaines du mois, et je dicte à la secrétaire d'Actilo le commentaire du mois dont vous avez un exemple dans votre dossier. Et une fois par an, on fait le commentaire de l'année. Donc ça représente un investissement quand même qui n'est pas négligeable, hein, soit en temps bénévole, soit en temps de secrétariat, avec quelqu'un qui est quand même, un militant ou quelqu'un qui s'investit dans l'analyse et qu'elle soit capable de faire une petite synthèse. Alors, moi j'avais une question qui est un peu relative à la position de l'ASMO sur les points d'arrêt. Parce qu'en fait, on est toujours à desserte d'un point d'arrêt constant, si on peut dire, depuis la réouverture, même avec un de moins, puisque Comquet a disparu dans l'affaire. Est-ce qu'il y a une réflexion aussi sur l'ouverture de nouveaux points d'arrêt? On voit que la ligne traverse quand même des communes à plusieurs milliers d'habitants. Hein. Je pense à Soulan, Notre-Dame-de-Riez, etc., Compiers. Est-ce qu'on a pensé à ouvrir des nouveaux points d'arrêt? Et d'autre part, puisque c'est une association d'élus et de territoires, est-ce qu'ils n'ont pas une réflexion aussi collective sur, par exemple, un urbanisme orienté rail, qui aurait pu permettre de renforcer justement la fréquentation si on rapproche un peu la densité des gares, des futures gares? Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question parce que c'est beaucoup plus simple et rapide que la première. La réponse, c'est non. Francis, on a 20 ans de travail dans cette affaire. Les politiques d'aménagement et de déplacement sont étrangères les unes aux autres, de Dunkerque à Cap-Taman-Rasset et de Ouessant à Strasbourg. Donc, faire prendre en compte, je vais prendre un exemple, il y a actuellement un débat à Challans sur la localisation de l'hôpital. L'hôpital est à côté de la gare SNCF. Donc il faut moderniser l'hôpital. Vous avez d'un côté les partisans de la délocalisation en périphérie sur la rocade, le truc classique, hein, donc uniquement accessible par automobile, et les partisans de la modernisation sur place de l'hôpital. Naturellement, les partisans de la délocalisation de l'hôpital en périphérie avancent, ça coûtera moins cher de construire du neuf, et deux, ça sera plus facile pour les pompiers d'accéder à l'hôpital par la périphérie que de venir en centre-ville.
Donc, le maire de Challans est pour le maintien sur place, le président de l'Intercom, qui a la compétence celui qui a pris la compétence mobilité, et pour la délocalisation en périphérie. Voilà un exemple concret. Sur la première question, la question de la création des arrêts s'est posée dès la réouverture. Il y a eu une demande sur la Garnache et Soulan, et à laquelle il a été facile de répondre non. On vient de réduire le temps de trajet, ne commencez pas à rentrer dans la logique de créer. Parce que si vous cédez pour un arrêt, en fait, il faut voir que potentiellement c'est 4 arrêts. Notre-Dame-de-Riez, Soulan, la Garnache, Poët-Séné. 4 x 3, ça fait 12, un quart d'heure. Donc on gagne un quart d'heure en passant à 90 km/h, on va le perdre en recréant les 4 arrêts. On a tenu bon jusque-là, parce que le potentiel est relativement faible. Ça a été envisagé quand même dans une perspective de développement extrêmement volontariste, qui était possible, mais qui est encore lointaine, d'avoir une desserte dédiée Challans-Saint-Gilles, intercalée entre le... On a de nouveau des tentations, notamment au niveau de Soulan et de la Garnache, pour être précis, une tentation d'essayer d'obtenir, dans le cadre justement de cette nouvelle intercommunalité, qui a pris la compétence donc transport et enfin mobilité, comme on dit maintenant, hein, c'est le terme à la mode, et qui donc fait un schéma local de mobilité. Donc les maires sont revenus à la charge et on sent qu'il y a cette tentation-là qui se crée, y compris éventuellement d'ailleurs de demander un deuxième arrêt au niveau de l'échangeur où serait localisé le futur hôpital à l'entrée de Challans. Bon, c'est une question à laquelle on est peu favorable, disons, au niveau de la SLO. On serait plutôt favorable au fait que, en fait, il y a un réseau urbain à l'échelle de l'archipel chalandais, c'est-à-dire, en fait, parce que vous avez aussi des problèmes, pour prendre un exemple, Soulan est dans le canton de Saint-Jean-de-Mont, bien que ce soit aux portes de Challans. Bon, et un exemple de ce qu'on disait hier, hein, chacun travaille dans son coin. Donc, Océan Marais de Mont voit ses déplacements à l'échelle du canton de Saint-Jean-de-Mont, et quand le maire de Soulan demande une desserte sur Challans, on s'en fout. C'est pas notre problème, c'est parce que Challans, c'est pas notre intercommunalité. Bon. Par contre, au niveau du canton de Challans, donc de la Garnache sur Challans, là c'est l'intercommunalité Challans-Goa-Communauté, là il y a un problème. Bon. Et la SLO, c'est de dire, non, vous avez le même problème. Vous avez une ligne potentielle, la Garnache, Challans, Soulan, sur lequel vous faites à l'heure tourner un autocar. Bon. Ça montre qu'en fait, il faut poser le problème à l'échelle géographique des déplacements, indépendamment des frontières des intercommunalités. Mais actuellement, c'est comme le disait Jean-Claude Bière, chacun travaille dans son coin en silo. Bien, merci. On va peut-être